Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est la sécurisation de votre activité lorsque vous commencez, puisque comme vous le savez, le mois d'octobre est consacré à l'entrepreneuriat. Et voilà. Et en fait, comme le sujet de l'entrepreneuriat est souvent très lié aussi à un certain nombre d'angoisses, notamment liées à la sécurisation de cette activité, eh bien, je vous propose tout au long du mois d'octobre des lives thématiques en lien avec le sujet de l'entrepreneuriat et en lien aussi avec le sujet du droit. Donc, j'ai invité un certain nombre d'experts pour intervenir sur ce sujet. Et aujourd'hui, la personne que nous allons recevoir, donc c'est Sarah, plus connue sous le nom Madame la juriste. Voilà, elle a un compte Instagram qui est très suivi et elle va nous parler justement de comment sécuriser son activité lorsqu'on démarre. Alors voilà, elle va arriver dans quelques minutes. Comme d'habitude, vous pouvez vous poser vos questions en direct. Si jamais vous n'êtes pas disponible, il y aura bien entendu un replay et vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire ou tout simplement contacter directement Sarah pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors on attend encore quelques minutes, Sarah va arriver. Alors, je vous fais un petit topo aussi sur les sujets qui vont ensuite être abordés tout au long de ce mois d'octobre. Donc, on va avoir également un live sur le sujet de l'association. Sur quel point être vigilant quand on s'associe avec quelqu'un. Et il y aura par ailleurs un autre live qui est sur le sujet des croyances limitantes quand on est entrepreneur et notamment quand on est entrepreneuse. Alors, Sarah nous rejoint. Hop. Salut Sarah, Ça va? ça va et toi? Ouais, je suis désolée, j'avais juste un petit problème de... Je me suis pas rappelé à temps de me connecter sur ton compte. Ah, mais t'inquiète pas, non mais il est 14h02, c'est bon. Je faisais tranquillement la conversation aux gens qui nous regardaient, tu vois, pour leur annoncer justement que tout le mois d'octobre, je vais faire des lives consacrés au sujet de l'entrepreneuriat et c'est toi qui ouvres la danse aujourd'hui, donc voilà. On commence en beauté. Je suis vraiment très contente. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler sécurité juridique aujourd'hui, parce que voilà, je pense que les gens qui nous regardent savent à quel point le sujet du droit me tient à cœur, puisque je suis moi-même une ancienne avocate. J'ai décidé de laisser ce côté-là de côté, enfin voilà, Ouais. de laisser ça à d'autres gens, on va dire, en tout cas qui étaient plus totalement écœurés par le droit, et donc de faire appel à tes services. Donc vraiment merci pour toi, pour ta bonne humeur. Alors, ce que je te propose pour commencer tout simplement, c'est que tu te présentes, voilà, qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours. Ça marche. Bah, merci, je suis trop contente d'être ici et d'échanger avec Je toi. t'en prie. Et moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis juriste justement pour les entrepreneurs. Donc, je m'appelle Sarah et j'accompagne les TPE, donc les très petites entreprises, à se mettre en conformité sans s'arracher les cheveux, sans trouver ça trop compliqué. Donc, faciliter la tâche de la protection juridique avec les bons documents. Et moi, je propose des modèles et des formations aussi pour savoir comment, on va dire, faire du droit un allié dans son business. Très bien, c'est très très complet. Et j'avais une petite question complémentaire aussi à te poser parce que il y a peut-être parmi nous des avocats qui nous regardent. Toi, finalement, le fait de donner des conseils juridiques comme ça, personnalisés, tu peux le faire, même si tu n'es pas avocate. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, justement, je ne peux pas faire de conseils personnalisés ni de Oui, réponses personnalisées. Ce que je peux faire, c'est informer, former les personnes sur des thématiques précises. Et ensuite fournir aussi des documents déjà préétablis, donc comme des modèles de contrat, des modèles de CGV. Ça se fait depuis un bon moment quand même, au moins 10 ans, par des startups en ligne. Et puis là où justement est ma limite, c'est que je peux pas faire de rédaction sur mesure, donc je peux pas
je sais pas, donnons un exemple, Lucie, tu me dis rédige-moi l'intégralité de mes documents juridiques, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas me transposer le droit à ta situation personnelle. Par contre, D'accord. en amont, je peux te proposer un modèle qui correspond à ton domaine d'activité. Après, c'est à toi de le prendre en main, quoi. D'accord. Bah écoute, c'est très clair et voilà. Cette clarification est faite. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé ton envie de créer finalement ton organisme de formation, Madame la juriste? Bah, justement, c'est l'envie de transmettre. Moi, j'ai été salariée pendant 3 ans, juste après avoir terminé mon master. Et en plus, j'étais dans le domaine de la fonction publique, donc j'étais agent contractuel. Et bah, j'avais plutôt cette image du droit sanction. Finalement, on était toujours du côté finalement de l'administration qui est en train de déterminer si oui ou non on mérite telle ou telle aide, si oui ou non on Ouais. bénéficie tel ou tel droit. Et donc, bah, moi, j'ai pas forcément apprécié d'être toujours en train de refuser des recours, ou parfois on en accepte, mais dans des conditions vraiment, voilà, c'est pas le côté fun du droit, quoi. Et dans le droit, c'était pour accompagner les gens, pour les aider, et j'avais vraiment cette volonté un peu de changer le monde. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand on se lance dans le droit, on a envie de faire du mieux dans le monde. Et je me suis dit que peut-être que c'était pas dans le salariat forcément que j'allais trouver la manière de m'éclater, de m'épanouir vers ce chemin-là. Et donc, je me suis reformée l'année dernière. J'ai suivi une formation de 6 mois pour faire une certification professionnelle juriste TPE PME. Et donc, Ok. un peu plus de tout ce qui est droit des collectivités, droit européen, et plutôt me repositionner sur le droit des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'après, je me suis lancée à mon compte et je me suis dit, bah, en fait, il y avait déjà plein de choses à faire pour toutes. Enfin, moi, mon positionnement, c'est beaucoup d'accompagner aussi les femmes qui veulent changer de voie professionnelle et se dire, bah voilà, grâce à mon entreprise, je vais développer un métier passion. Et du coup, je me suis dit, bah, avec cette possibilité-là de me lancer à mon compte et de proposer les bons modèles, des packs qui soient super fun et puis des formations et des masterclass, bah, je trouverais le bon compromis, en fait. Ok. Bah alors justement, tu devances complètement la prochaine question parce que j'allais te demander, c'est quoi finalement le profil de tes clients? Est-ce que c'est plus des femmes, des hommes, des jeunes, des gens un peu plus âgés? Ouais. Bah alors, franchement, il y a un grand mélange, étant donné que bah, moi, je propose dans mon bar à modèle plutôt une boutique en ligne, donc un maximum de personnes peuvent acheter sans avoir forcément échangé avec moi. Mais ce que je note plus particulièrement en échangeant avec bah, les personnes qui me font des retours, etc., c'est qu'il y a une grande majorité de femmes qui ont entre 25 et 40 ans, qui sont en général solopreneurs. Donc, c'est rare Ok. des associés qui ont une sorte de phobie juridique, mais totalement, quoi, qui se disent bah, déjà le fait de simplement déclarer mon chiffre d'affaires, c'est déjà ouf, c'est déjà un truc. Donc, ne parle pas de CGV, ne parle pas de contrat. Et du coup, j'ai plutôt voilà, des personnes qui exercent aussi des métiers passion, qui sont dans la prestation de services, qui aiment bien, on va dire, bah, exercer, par exemple, qu'elles sont passionnées par tout ce qui est art, design, etc., et qui vont apporter leurs compétences, en fait, au sein d'autres entreprises en tant que prestataires. Et majoritairement, ce sont des personnes qui sont voilà, très désireuses aussi de faire valoir aussi leurs valeurs et leur éthique dans tout ce Ouais. qu'elles. Et donc pour elles, ça passe forcément par les bons documents juridiques aussi qui viennent bah, renforcer la confiance en fait. D'accord. Et c'est des gens qui sont plutôt auto-entrepreneurs en majorité ou pas nécessairement? Pas nécessairement, franchement, mais je dirais que l'écrasante majorité, oui, ce sont des personnes qui sont en entreprise individuelle, régime réel ou régime micro, voilà, et puis souvent des professionnels, donc soit déjà en exercice, on pourrait dire 50-50, hein, je pense, que je m'occupe Ouais. pas déjà en exercice et d'autres des porteurs de projets qui vont ouvrir leur structure et qui veulent commencer en étant déjà protégés. Et est-ce que tu as l'impression que les gens se tournent vers l'auto-entrepreneuriat tout simplement parce que c'est le tremplin un peu naturel quand on veut créer son activité? Et est-ce que les gens se tournent vers ce statut-là aussi parce qu'il y a finalement un minimum de formalités à accomplir? Ou est-ce que tu as l'impression que finalement ce statut-là qui est assez léger en termes de formalité, mais pas en formalité comptable peut-être, mais pas en formalité juridique à proprement parler pour sécuriser son activité. Euh, oui, donc du coup, je disais, est-ce que tu as l'impression que justement, c'est le fait d'être dans ce statut-là, ça favorise un petit peu cette phobie juridique parce qu'on a l'habitude de presque d'avoir de comptes à rendre à personne et de faire sa petite cuisine de son côté.
Bah en fait, je devrais dire que peu importe le statut que les personnes choisissent, en général, il y a toujours, enfin, dans mes clientes, il y a toujours ce côté où, oh Dieu merci, quelqu'un qui simplifie parce que j'avais peur de jamais y Ouais, arriver. En fait, je préférais procrastiner, me dire, bah, un jour je serai en société, un jour j'aurai ci, un jour j'aurai des salariés, et là j'y penserai. Mais par contre, il y a vraiment cette idée dont tu parlais au début de, je choisis l'entreprise individuelle au régime micro parce que c'est le plus simple, je veux commencer quelque part où j'ai l'impression de ne pas prendre beaucoup de risques financiers. Et pour autant, en fait, c'est pas forcément le statut le plus rentable pour certains entrepreneurs parce que quand tu vois qu'il y a pas mal de personnes qui dépensent au-delà de la moitié de leur chiffre d'affaires dans des formations, dans des accompagnements, je sais pas, acheter de nouveaux outils ou un ordinateur ou que sais-je, là, tu comprends vite que la micro-entreprise n'est pas forcément le plus rentable pour ces personnes-là parce que forcément, ils vont payer plus d'impôts que ce qu'ils ne devraient bien et sûr. être payer plus de cotisations sociales que ce qu'ils auraient vraiment pu payer s'ils avaient vraiment compté la vraie part de rémunération au total. Et puis aussi, tu as une grande partie aussi de personnes qui me disent bah non, je suis pas concernée, mais par contre, elles conservent, je sais pas, 30% dans de la trésorerie. Et oui, en fait, il y a des statuts juridiques qui sont plus adaptés pour constituer une trésorerie et laisser de l'argent de côté pour sa boîte, sans pour autant être taxé sur ses cotisations sociales ni sur ses impôts à ce niveau-là. Donc, enfin, en tout cas, un peu sur les revenus. Donc, Ouais. c'est vraiment une tendance, mais je dois dire que c'est parce que c'est ultra populaire, en fait, quand on voit pas mal de programmes d'accompagnement qui cartonnent et qui fonctionnent bien, c'est ceux où on te promet lance-toi dans l'entrepreneuriat avec très peu de formalités et en tant que micro-entrepreneuse. Donc forcément, c'est plus sexy que de dire lance-toi dans l'entrepreneuriat, mais attention, d'abord, il faut choisir ton statut, il Ouais. faut faire comptable. Oui, c'est moins sexy, quoi. Tu t'imagines moins à Bali quand tu as des liasses fiscales à faire chaque année. Et pour autant, c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs qui ne le disent pas d'ailleurs, et, Ouais. ce type de programme et qui eux-mêmes sont en société et qui savent pourquoi. En gros, il faut choisir, il faut pas subir. Voilà, il faut mener une vraie réflexion de fond sur le business model, voilà, les dépenses dont on va devoir s'acquitter, une idée approximative aussi des recettes qu'on va faire, et c'est simplement ça qui permet de faire le bon choix pour soi. Voilà. Et alors justement, selon toi, quelles sont les principales difficultés ou peurs rencontrées par les entrepreneurs que tu accompagnes? Alors, on Mhm. l'a compris, hein, soit déjà lancés, soit qui s'apprêtent à se lancer. C'est le côté où en fait on a l'impression que le droit c'est forcément chiant, compliqué et cher. On a ce côté où voilà, il y a plein de gens qui refusent, qui mettent vraiment tout en bas de leur to-do list la protection juridique parce qu'ils ont l'impression que c'est hors de leurs moyens. Ils ont l'impression qu'il faut absolument aller parler avec un avocat ou des professionnels qui sont au-dessus d'eux ou que du coup ils ont l'impression d'avoir une distance totale entre le droit et le justiciable en fait. Et ce côté où finalement il y a une barrière psychologique où tu te dis c'est pas pour moi, je suis pas gérant d'une multinationale ou je suis pas une Elon Musk, j'ai pas besoin d'avoir une grosse protection juridique et puis de toute façon mes clients on se fait confiance. Donc tu as pas mal ce côté du le droit fait peur en fait tout simplement parce que c'est en fait, si tu ne te mets pas en conformité, donc si tu ne respectes pas la loi, t'es hors la loi. Et hors la loi égale sanction, contrôle, amende. Donc personne n'a envie de remarquer que finalement ces process n'étaient pas forcément carrés et qui risquent des amendes. Donc tu as aussi cette peur, mais c'est aussi cette protection finalement inconsciente où tu te dis j'y vais pas. Comme ça, tant que je ne sais pas, voilà, Ouais, je me mets la tête dans le sable, quoi. Je fais l'autruche. c'est ça. Et oui, puis en plus, tu parlais du contrôle, de la sanction, etc. pour tout ce qui est illégal. Et après, il y a aussi les cas où finalement, sans être dans l'illégalité, on est dans le conflit juridique entre guillemets avec son client, avec un fournisseur, etc. Et là, c'est pareil, on préfère pas y penser, donc on mise tout sur la bonne volonté et la bonne foi de tout le monde, mais sauf qu'en fait, ça se passe pas toujours comme ça en réalité. Totalement. Et puis, tu as aussi surtout le côté surprise où les personnes n'anticipent pas suffisamment le facteur de risque dans les relations humaines, en fait. On part du principe, c'est bon, j'ai proposé mon programme, la personne a payé, en principe, tout va bien aller. Alors qu'il peut se passer un milliard de choses entre-temps, entre le moment où la personne t'a dit oui, elle veut payer, elle s'engage, et le moment où finalement, en cours de route, elle se rend compte qu'elle aurait préféré prendre un autre programme, donc elle arrête de te payer. Le moment où elle se dit, ton programme est tellement bien qu'elle veut vendre exactement le même que toi, donc copier le contenu. Le moment où finalement, voilà, il peut y avoir tellement de choses. Le moment où finalement, elle veut être remboursée parce qu'elle estime que ça remplit pas finalement les conditions qu'elle trouvait nécessaires pour rentabiliser son investissement. Donc en fait, il y a tellement de choses qui peuvent arriver en cours de route
C'est pour ça que moi, je parle bien parler de process juridique parce qu'on a des risques à chacune des étapes. On a des risques à la collecte des données, on en parlera un peu plus tard pour les documents et tout, mais tu as des risques à chaque fois. Et même après que la prestation soit terminée, tu vois, tu peux pas juste souffler parce qu'il peut y avoir des personnes qui, suite à cela, en fait, elles se rendent compte, je sais pas, elles ont acheté un produit chez toi, il y a un dysfonctionnement, il y a une garantie aussi légale de conformité. Enfin, du coup, forcément, tu es obligé de miser sur la seule phase sur laquelle tu as de l'emprise, c'est l'anticipation. La phase avant. Si tu attends tous les petits risques qui peuvent arriver dans le cadre de ton entreprise, tu vas faire que subir. Ok, très bien. Alors justement, quels sont selon toi, on va dire, alors bon, je sais bien qu'il doit y en avoir bien plus que ça, mais on va dire s'il y avait, allez, une liste de 5 documents impératifs à établir en début d'activité, ce serait quoi selon toi? Ok, déjà, premièrement, avant de vendre quelque chose en général, la logique veut que tu puisses savoir déjà qui est ton acheteur. Donc du coup, il faut que tu collectes quand même des données, que ce soit le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email, l'adresse postale. Ce sont des données que tu vas devoir conserver d'une certaine manière. Et du coup, tu es obligé de respecter le RGPD. Donc, cette réglementation européenne, elle s'applique à tous les pays ressortissants de l'Union européenne, où toi, tu vas devoir en fait respecter certaines règles pour faire preuve de transparence et surtout renforcer la confiance des internautes, des personnes même hors ligne, qui te donnent une donnée personnelle, donc tes prospects. Et donc, à ce titre-là, il te faut absolument une politique de confidentialité, mais de manière générale, en fait, tout le monde doit en avoir une, parce que c'est le document, avant même que tu vendes tes services, c'est le document que tes prospects doivent voir et peuvent avoir en tout cas envie d'étudier avant de sortir la carte bleue. Ok. Ouais. Déjà, gros morceau. Déjà, gros truc. Ensuite, tu as les conditions générales de vente, où là, le prospect est prêt à passer en tant que client, mais il a besoin de savoir quelles sont les garanties, qu'est-ce que tu proposes, est-ce qu'il peut demander un remboursement, est-ce qu'il peut annuler en cours de route, combien de temps il est engagé, enfin, toutes ces questions-là, où toi, des fois, tu essayes un petit peu de les mettre dans ta page de vente, par-ci, par-là. Mais en fait, il y a un document juridique aussi qui est prévu pour, ce sont tes conditions générales de vente. Et comme ça permet à la personne de se rassurer, en fait, avant de payer et de se dire, je sais que je peux te faire confiance, et si jamais il y a matière à discussion, en tout cas, on partira d'un débat sur ce sur quoi on s'était mis d'accord avant. Donc, tes conditions générales de vente, incontournables, à présenter avant tout paiement quand tu es dans des relations avec quand tes clients sont des particuliers, et à présenter à la première demande, en fait, quand tu es dans des relations avec des professionnels. Mais en tout cas, ils doivent... Donc ça, c'était le deuxième. Ensuite, le troisième, c'est si tu as un site internet, il te faut des mentions légales. Donc tes mentions légales, dedans, tu vas indiquer qui fait quoi sur ton site internet, que ce soit le site hébergeur, l'éditeur de la publication, le directeur de la publication. En fait, simplement pour permettre à un internaute qui ne te connaît pas de pouvoir vite te joindre de manière assez simple, ou même s'il y a un litige, s'il y a un souci, de pouvoir joindre en fait les interlocuteurs adaptés. Donc, pas très long comme document, mais pourtant, il est obligatoire, c'est un site. Ensuite, quatrième document juridique et comptable, on va dire, ce sont les factures. Chaque paiement en fait que tu vas recevoir dans le cadre de ton entreprise doit être justifié et justifiable en cas de contrôle du coup des services des impôts, ou si même de toute façon ton client il en a besoin pour lui, pour sa propre comptabilité, parce qu'il c'est un pro, il faut que tu aies une facture que tu conserves pour toi, mais aussi pour tes clients. Ouais. Donc, ouais, et dans plein de cas de figure, en fait, on se trompe et on pense que le reçu PayPal remplace, par exemple, le reçu PayPal ou le reçu Stripe remplace la facture, mais ça n'a rien à voir. En fait, la facture, elle est là, c'est un document comptable où il doit y avoir certaines mentions. Ou par exemple aussi, si jamais il y a des délais de paiement que toi tu accordes, si jamais ils sont dépassés, il faut que tu puisses actionner et puis justifier que du coup il y a eu dépassement pour faire courir des pénalités de retard ou saisir un service de recouvrement ou demander une injonction de payer. Donc, il faut toujours pouvoir le justifier. C'est pas que pour nous embêter, quoi. Et il y a tout un tas de mentions légales à mettre sur les factures, d'ailleurs, qui sont listées par la loi, je crois. Enfin, par le code de commerce, je crois. Ouais, ça, c'est le code de commerce. Et effectivement, on est vraiment dans des documents juridiques. Enfin, le code de commerce, c'est le code général des impôts aussi, où dedans, ils vont demander de certains justificatifs. Et on peut avoir des amendes, notamment pour les factures, par mention manquante. Après, il faut toujours déterminer, par exemple, moi, j'aime bien dire qu'on ne peut pas tout couvrir. Par exemple, aujourd'hui, je vais acheter un truc sur un site internet, je vais mettre n'importe quelle adresse. Enfin, je vais mentir, je vais mettre un faux nom, une fausse adresse et tout. Toi, en tant que professionnel, tu n'es pas responsable des données inexactes ou incorrectes de la part de l'acheteur. Mais de l'autre côté, lui, l'acheteur, si tu arrives à prouver que toi, tu as mis en place tous les outils et tous les process et que c'est lui qui n'a pas respecté la règle du jeu, c'est lui qui pourrait être sanctionné. Surtout quand c'est un professionnel, puisque lui aussi, il en a besoin pour sa propre comptabilité.
Mais oui, c'est très important ce que tu dis. C'est pas juste comme ça. On fait pas des factures juste comme ça, juste pour qu'elles soient jolies, juste pour Avec justifier. un numéro, Sirette inventé. Voilà. Non, il y a un cadre en fait. Il y a un cadre bien précis. Ok. Et du coup, je crois que ça nous en fait 4. Il en Ouais. reste un. Et le cinquième, j'hésitais parce que, en fait, pour les freelance, il y a le devis qui est super important, qu'ils y tiennent énormément. Mais moi, j'ai justement moi, je préfère largement parler du contrat parce que le contrat, c'est quand même un document juridique qui est personnalisé. Donc, à l'inverse des conditions générales de vente qui sont générales, le contrat va être particulier où dedans, on va aller préciser justement tout ce que les freelance ou les prestataires de services aiment beaucoup faire dans leur devis. Ben, en fait, on peut très bien le préciser dans son contrat, hein, dans les modalités d'exécution, préciser en quoi consiste la mission, la durée. En fait, il y a plus de choses auxquelles on va penser à mettre dans son contrat pour bien être protégé, notamment sur les données personnelles, sur la propriété intellectuelle, qui ne figurent jamais dans les devis ou au mieux, c'est parce que les devis sont adossés au CGV. Mais en fait, il faut mieux avoir le réflexe d'envoyer un contrat parce que, à part dans les prestations de travaux où c'est réglementé, où il faut avoir un devis pour éviter les factures qui font 20 000 euros alors que la personne ne savait pas, on a toujours, on a tous déjà eu Les bonnes surprises. voilà, des bonnes surprises comme ça. Je sais pas, t'as une fille, plombier, il vient, il fait la manip, hop, ça fera 1500 euros, quoi. Donc on a tous déjà vu des reportages comme ça où des personnes se font Bah arnaquer. oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est réglementé et que normalement on ne peut pas faire des travaux comme ça. Bah, là, par contre, quand on est en prestation de service ou quand on a des activités en ligne, franchement, dans la majorité des cas de figure, on n'aura pas à faire de devis obligatoirement. Par contre, au-delà de 1500 euros, il y a cette règle qui est dans le droit des contrats qui dit qu'on doit avoir un écrit pour tout ce qui est prestation au-delà de 1500 euros. Mais de manière générale, même pour 120 euros, ça ferait quand même ce serait quand même embêtant d'avoir 5 personnes par mois qui ne te payent pas pour 120 euros et dont tu n'arrives pas à prouver en fait la créance. Donc pensez à faire des contrats quand vous êtes dans des prestations de services parce que c'est justement là où ça va faire la différence d'un client à l'autre et où vous pourrez dire avec ce client-là, on s'est mis d'accord sur 3 mois, il me payait telle somme. Du coup, là, tu auras plus matière à justifier que les conditions générales de vente qui seront standards. Oui. Et puis ça peut dissuader aussi des gens qui sont pas tout à fait de bonne foi de se dire ah oui, mais j'ai signé un contrat, donc en fait, Ouais. je vais pas pouvoir lui faire à l'envers, quoi. Ok. Et alors, j'imagine que, alors, notamment sur tout ce qui est conditions générales de vente, mentions légales, etc., la tentation peut être grande de faire un copier-coller de ces documents chez le voisin en se disant ah bah lui je pense qu'il fait les choses de manière à peu près carrée, il a dû acheter la prestation de Madame la juriste donc il a des super documents bah finalement puisque les mentions légales, les CGV etc sont en ligne, j'ai qu'à faire un copier-coller, adapter etc. Alors je me doute déjà un petit peu de la réponse mais tu vas me le confirmer, on est d'accord que c'est bien une fausse bonne idée. Ah oui, c'est vraiment une fausse bonne idée parce qu'en plus, il y a le côté du tu le fais parce que tu pars du principe que les CGV de ton concurrent sont bien faites, alors que t'en sais rien. Peut-être que les conditions générales de vente de ton concurrent sont mal faites, c'est peut-être des morceaux qui sont pris à droite à gauche. Peut-être que effectivement il a pris mon modèle, mais c'était il y a 5 ans. Bon, j'existais pas il y a 5 ans, mais et que du coup c'est plus du tout à jour, que la loi a changé, il y a eu 500 réformes. Enfin bref, t'en sais rien. Donc tu joues à un jeu quand même assez dangereux quand tu fais ça. Ouais, Et de l'autre côté, par rapport au fait que c'est publié sur le site d'une autre personne, du coup, tu te doutes bien qu'il y a des conditions en fait de cession de droit et que cette personne-là a fait l'objet d'une cession de droit à son intention. Et cette cession de droit n'est pas applicable sur les autres internautes, sauf si vraiment c'est une personne qui, je sais pas, qui fournit des modèles comme ça ou gratuitement et qui dit qu'elle-même, expressément, elle cède les droits. Donc ça veut dire que tu vas toucher à ton concurrent et donc c'est un acte quand même de concurrence déloyale, c'est plus précisément un acte de parasitisme économique. Il y a déjà eu des condamnations à hauteur de 10 000 euros pour cela entre des compagnies qui se sont copiées des CGV. Par contre, on n'a pas retenu tout ce qui concernait le plagiat, donc la contrefaçon entre concurrents. On s'est dit que comme c'est pas eux qui ont créé, c'est pas eux qui ont créé les CGV eux-mêmes, c'est pas eux qui les ouais, ont. Il n'y a pas de plagiat, enfin, c'est pas constitué. Par contre, au niveau de l'auteur en question, donc si c'est un avocat ou si c'est le juriste, qui s'en rend compte, qui fait une veille, par exemple, pour vérifier ouais. que ses propres documents ne sont pas plagiés, justement, lui, il peut se retourner contre toi parce que c'est bien l'auteur des œuvres qui auront été publiées. Donc, les CGV, les conditions générales de vente, ça reste ni plus ni moins qu'un écrit. Donc, forcément, celui qui a l'auteur de ces œuvres-là peut se tourner contre toi pour acte de contrefaçon. Et là, ça peut aller jusqu'à 300 000 euros d'amende. Ouais, ok. Mais de toute façon, c'est pas malin non plus à faire parce que
même un concurrent direct, il y a toujours des spécificités dans l'activité qui font que on peut pas se protéger comme son voisin, tout simplement parce on n'a pas d'activité identique, quoi. On vend pas les mêmes produits ou les mêmes services. Oui, et il y a aussi le facteur où la loi change, où toi tu penses que tu vas être protégé. Enfin, par exemple, aujourd'hui, je pourrais très bien aller sur un site, je sais pas, je vais chercher juriste. Bon, une juriste, ça existe, hein. Ça m'est déjà arrivé, une juriste qui plagie mes propres CGV. Mais Ah imaginons yes. que je vais sur un site qui date, je sais pas, de 2008. Par exemple, je me dis, bon, bah 2008, tu vois, c'était pas le siècle dernier non plus, c'est bon, ça peut être encore bien. Ouais, mais 2008, il y a eu vachement de changements. Il y a eu le RGPD qui arrive entre-temps. Les clauses sur le droit de rétractation sont plus du tout les mêmes. Il y a eu des conditions supplémentaires. Le droit de l'Internet a beaucoup évolué, le droit numérique aussi. Les conditions, finalement, pour conserver les données, enfin, plein de choses ont changé. Moi, je vais me penser Ouais. en conformité parce que ah bah ça me semblera juridique ça, les tournures de phrases, etc. Bah oui, c'était ok en 2008. Aujourd'hui, on est quand même en 2022. Et là, effectivement, ce sera plus bon. Et du coup, pensez aussi à tous ces modèles gratuits ou en fait en ligne qui n'ont pas été remis à jour depuis belle lurette en fait, parce qu'en fait elles sont très bien positionnées sur Google, mais ce sont des modèles qui répondent un peu plus aux garanties d'il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a des réformes tout le temps. Rien Euh, qu'en droit de la consommation, c'est sûr que c'est. Bah, en tout cas, nos habitudes de consommation, elles nous changent. Et puis même les entreprises aussi, bah, on se rend compte qu'elles se développent plus en ligne. Donc forcément, le législateur va s'adapter. Donc c'est normal, en fait. La loi, elle n'est pas figée, en fait. C'est pas un rocher. D'ailleurs, petit point actu, mais je crois savoir que le législateur va s'intéresser à encadrer le rôle des influenceurs et la manière dont ils vendent, etc., leur activité, parce que là aussi, c'est pareil, c'était un petit peu la jungle, ou en tout cas une espèce de zone de flou juridique où tout était permis et pas sans risque, hein, d'ailleurs, puisque bah il y a aussi eu des arnaques, etc., liées à des activités de dropshipping. Donc c'est vrai que le législateur, à un moment, intervient et encadre, voilà. Et puis en plus, il faut se dire aussi qu'on se base aussi pas mal sur les plaintes aussi des consommateurs. Il y a des systèmes qui existent en ligne comme Signal Conso qui est géré par la DGCCRF, donc la Direction Générale des Fraudes et de la Concurrence en gros. Et donc bah, toi, en tant que consommatrice, tu peux aller dans un endroit et tu peux te rendre compte que je sais pas, tu as fait une allergie après avoir utilisé un produit, tu leur écris, ils font leur propre enquête, ils vont vérifier une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, quand ça commence à faire beaucoup, ils vont alerter le Sénat ou alerter voilà, des parlementaires, faire en sorte qu'il y ait des projets de loi, que ce soit discuté et puis Ouais. ça avance. Donc en fait, il y a aussi beaucoup cette idée où en fait on a l'impression qu'on subit la loi, mais non, il y a beaucoup de choses où c'est le consommateur aussi qui va se tirer la sonnette d'alarme. Et notamment, je pense que bientôt il y aurait matière à faire sur le coaching aussi, où bah, effectivement on se rend compte qu'il y a pas mal de coachs aussi qui sont des gourous, qui sont des arnaqueurs et qui entament. Oui. Donc potentiellement, on pourrait avoir aussi. euh, Et c'est vrai que la certification Calliope, elle a permis de faire un petit peu le ménage à ce niveau-là. Bon, et puis, je crois savoir ce que j'ai des petites sources à France Compétences qui dit que voilà, ce n'est que le début du grand ménage parce que c'est sûr qu'il y a eu un engouement, bah, notamment via le CPF où il y a pas mal de gens mal intentionnés qui se sont dit ah mais il y a énormément d'argent à récupérer, créons un organisme de formation bidon avec une formation imaginaire et voilà. Donc c'est vrai que les contrôles, le mot contrôle fait toujours un peu peur, mais quand on est entrepreneur, mais en fait faut se dire aussi qu'on protège un corps de métier, on protège des bonnes pratiques et in fine en fait on protège aussi le consommateur, mais on protège son activité à soi parce que ça permet de dire bah moi voyez j'ai été audité, j'ai été contrôlé et l'État me dit que je suis nickel. Donc ça c'est sûr que c'est toujours un gage de qualité aussi à présenter à ses clients. Bah, totalement. Et puis, tu as aussi le côté où tu as des personnes qui sont effectivement déjà certifiées, etc., mais qui contribuent en fait aux arnaques parce que ils voient qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, du coup, là, en ce moment, ils sont en train de serrer, de serrer un petit peu tout ce qui peut être serré parce qu'ils se disent, bah, en fait, il y a trop d'organismes de formation qui ne respectent pas les conditions. Et donc là, il y a énormément de personnes d'organismes de formation qui, à tort parfois aussi, se sont fait éjecter de la caisse des dépôts, enfin du CPF par exemple, alors qu'avant, ils remplissaient les conditions, mais juste parce qu'ils ont encore plus renforcé les modalités pour y apparaître. Ce qui fait que maintenant, bah, du coup, ces organismes de formation-là, bah, s'ils faisaient des arnaques, ils vont devoir trouver d'autres choses, mais en tout cas, ils passeront plus par là. Et C'est ça. ça devrait réduire un peu nos appels, vous savez, les appels intempestifs, là où on nous appelle et qu'on nous dit il vous reste encore du CPF, bonjour, je vous appelle du CPF. On en avait marre.
C'est clair. Non, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Alors, il y a Pec Pigalle qui nous pose la question, qui nous dit, du coup, quelle confiance peut-on leur accorder? Alors, bah, enfin, si ça te dit, on répond ensemble. Mais en tout cas, ces organismes de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a des contrôles qui sont prévus. Je crois que c'est tous les 18 mois. Enfin, moi, en tout cas, en étant certifiée Calliope, j'ai été certifiée début 2022. Tous les 18 mois, on a un audit où, en fin de compte, l'État vérifie qu'on respecte toujours les critères, etc. Et donc, voilà, il y a des contrôles. Et en plus de ça, quand on a des financements CPF, il peut y avoir des contrôles aléatoires de la Caisse des dépôts et consignations, qui là, bah, tout simplement, toquent à votre porte. Alors, parfois, la porte virtuelle, hein, parce que maintenant, ça se fait de plus en plus en visio, en disant hey, contrôle surprise, sortez vos copies doubles, on regarde les six derniers mois ou même plus encore et on voit si tout est nickel, si vous avez tous les documents en ordre, etc. Donc en fait, le ménage se fait de manière un peu naturelle, voilà, du fait de ces contrôles prévus longtemps à l'avance et puis de ces contrôles aléatoires qui font progressivement le ménage. Après, moi, je reste persuadée que c'est normal d'avoir des appréhensions, mais que c'est aussi la qualité des services et des produits qu'on dispense bah, qui font qu'on peut rassurer de potentiels futurs clients. Voilà, le fait d'avoir les gens au téléphone ou même d'avoir des avis clients très positifs, c'est encore le meilleur gage de qualité, je trouve. Mais je sais pas si toi, de ton côté, tu penses la même chose ou si tu penses à d'autres choses. On se rejoint pas mal. Je pense que la confiance, déjà, c'est bah, déjà bien vérifier que l'organisme en question est bien déclaré auprès de l'ADRITS parce qu'il y a énormément de formateurs qui se disent du coup formateurs mais qui ne font pas les démarches déjà de déclaration, ne serait-ce que la déclaration d'activité Ouais. obligatoire. Et puis on entend aussi pas mal enfin, on entend toujours des personnes qui disent que ce n'est pas obligatoire alors que bah, si cette réglementation existe et qu'il y a une raison, justement pour éviter les dérives. Donc vérifier si la personne a déjà un numéro de déclaration d'activité, donc d'organisme de formation. Et si elle en a et que vous avez l'impression que bah, du coup elle ne respecte pas les conditions, je sais pas, une personne qui bah, du coup bah, n'est jamais présente alors qu'il faut quand même faire preuve d'un suivi ou qui a des conditions qui ne collent pas, vous pouvez très bien contacter l'organisme de l'ADRITS qui s'occupe des organismes de formation et leur demander des comptes quoi. Enfin d'aller contrôler ou d'aller demander à la personne, enfin voilà, de peut-être déréférencer la personne. Et Alors oui, d'ailleurs, je vois que Pec Pigalle dit, je parlais des hébergeurs de sites web pour les CGU, CGV. Comment leur faire confiance? les sites hébergeurs, c'est-à-dire genre OVH, Wix, etc. Comment leur faire confiance? Bah, vaut mieux prendre déjà des serveurs qui sont populaires. Hein. Moi, je me dis, c'est toujours le plus simple. Hein. WordPress, Wix, je crois qu'il y a Squarespace ou je sais pas, il y en a Ouais. certains. Vaut mieux Showit aussi, pardon. Et vaut mieux prendre ceux qui sont déjà bah, bien connus parce que eux, en général, ils ont, du fait de leur popularité aussi, ils ont renforcé tout ce qui est process juridique, process pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de piratage, etc. Donc, ils sont censés être fiables. Pareil pour les systèmes de paiement. Tournez-vous en priorité quand vous pouvez, même s'il y a des frais et que c'est pas évident. Tournez-vous en priorité sur tout ce qui est virement bancaire, Stripe ou PayPal, parce qu'en général, ce sont des modes de paiement qui sont suffisamment sécurisés. Et évitez de trop vous tourner. Enfin, il y en a d'autres. Hein, tu as aussi Klarna aussi qui est bien connu. Mais évitez de vous tourner vers de trop nouveaux systèmes parce que vous avez l'impression que c'est pas trop cher parce qu'en général, l'absence de coût aussi a un coût caché et il ne manquerait plus que bah, y ait un piratage de carte bancaire à travers votre site internet pour que la CNIL vous tombe dessus et que vous soyez sanctionné. Donc voilà, juste pour vous dire, faites confiance un peu aux géants. C'est pas forcément tip-top pour ceux qui se lancent, mais en général, c'est plus gage de qualité où vous n'avez pas ce doute-là du si je me fais contrôler Est-ce demain, que c'est sérieux? Ouais. voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler des... Là, ça va angoisser un peu tout le monde, cette question. Mais on est aussi là pour aborder les sujets qui fâchent. Hein. Le sujet, là, aujourd'hui, c'est la sécurité juridique. Donc, forcément, on parle de l'insécurité. Quels sont, selon toi, les principaux risques à se lancer sans avoir juridiquement encadré son activité? Les principaux risques, c'est que demain, en fait, un client qui est insatisfait puisse bah, retourner, en fait, se retourner contre vous et
appuyer l'absence de documents primordiaux comme des conditions générales de vente. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as aucun document juridique, la personne, elle peut très bien dire qu'elle peut contester la prestation, dire qu'elle ne te devait plus d'argent, elle peut dire que finalement, la prestation que tu lui avais promise, bah, tu ne l'as pas respectée. Elle peut tout contester. Et si c'est un consommateur, en plus de tout ça, il peut aussi se rétracter jusqu'à 12 mois après avoir eu connaissance de son droit de se rétracter. En gros, si on est aujourd'hui, je t'ai pas envoyé de CGV, tu es un consommateur, tu avais le droit de rétractation qui s'appliquait, je t'en parle pas. Dans un an, tu te rends compte que ça existait, le droit de rétractation, et tu aurais pu en bénéficier. Donc là, toi, tu es énervé, tu as déjà tout payé, et ben, tu peux revenir dessus. C'est-à-dire que tu peux demander à appliquer le droit de rétractation 12 mois après. C'est énorme. Donc, Ouais, c'est énorme. il y a un risque fou quand même sur l'entrepreneur qui existe. Donc, c'est pas négligeable. Le droit de rétractation, c'est le pire. Hein. Franchement, vous pouvez regarder dans les organismes de formation, dans tout, c'est le plus compliqué si tu ne le cadres pas, si tu ne le domptes pas. Et puis même, toi, tu as un souci, par exemple, un impayé, une personne arrête de te payer, tu n'as pas de facture, tu n'as aucune preuve finalement de la créance. Les échanges par mail, c'est des commencements de preuves. Ça ne vaut pas, c'est des faisceaux d'indices en fait, mais ça ne vaut pas un écrit en bonne et due forme, un contrat de vente commerciale ou voilà. Donc toi, derrière, va aller demander à un huissier, va demander à un juge d'appuyer ta demande pour justement retrouver ton argent. Tu peux pas, en fait, tu peux pas fonder tout ton entreprise. Ton entreprise, c'est quand même quelque chose de sérieux. L'aspect professionnel, tu peux pas le fonder sur des paroles. Ouais. Parce que toi, ça ne te protège pas. Et ton client, de l'autre côté, s'il est de mauvaise foi, il peut très bien en jouer contre toi. Et même s'il est de bonne foi, hein, tu lui donnes du pain béni. Hein. Même s'il est de bonne foi parce qu'il n'est pas content, il va dire, bah écoute, en plus de ça, je suis pas content. Mais toi, de ton côté, tu n'as pas été irréprochable. Donc, voilà, ça peut se retourner contre toi. Et de l'autre côté, tu as... moi, je trouve que c'est quand même le risque le plus important, même si on a cette image du « Ah, demain, la CNIL va frapper à ma porte ». Mais ensuite, tu as aussi le deuxième côté, c'est que suite à un signalement ou suite justement à un contrôle aléatoire, tu peux faire l'objet d'un contrôle, que ce soit de si tu es organisme de formation de la DRITS, tu peux faire objet de contrôle d'un contrôle fiscal, tu peux faire l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui vient vérifier que les déclarations sont bien fidèles à ce que tu as vraiment perçu. Donc, va te demander tous tes documents. Et toi, tu n'as aucune preuve derrière et qu'ils estiment qu'il y a un écart de 10 000 euros, t'imagines. Toi, tu n'as aucune preuve pour justifier les 10 000 euros. Ben non, c'est moi qui les avais mis dans la boîte. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, toutes ces personnes-là peuvent te contrôler. Et toi, tout ce que tu peux faire au début, c'est te dire que tu seras tellement prête, en fait, parce que tu auras tout prévu en amont, que ça va te couler dessus. Donc, au début, tu te dis, ah bah non, c'est un peu compliqué, je connais pas les process et tout. Mais en fait, ils font rien de plus. En fait, ils vont pas te tendre de pièges. Ils peuvent pas t'inventer les pièges. S'il y a que toi qui auras pu te tendre des pièges avant. Par exemple, si ils te demandent, veuillez justifier telle ou telle somme ou telle déclaration qui correspond pas avec votre déclaration sur les revenus par rapport à ce que vous avez déclaré auprès de l'URSSAF. Si toi, tu as toutes les justificatifs, tu les envoies. Et après, si effectivement c'est eux qui se sont trompés ou qu'on mal calculé, voilà. Mais ils vont pas inventer des choses. Ils vont pas falsifier ce que tu as fait. C'est vraiment, ça part de toi, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va parler de toi, ma petite Sarah. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des offres que toi tu proposes pour accompagner les entrepreneurs? Ouais, alors déjà, moi, je propose tout ce qui va faciliter en fait la prise en main de la conformité juridique, mais de manière autonome. Donc, principalement, je propose des packs de modèles juridiques qui sont pensés par domaine d'activité. Donc, que tu sois coach, formatrice, vendeuse ou prestataire de services, tu peux trouver ton bonheur dans le bar à modèles avec des packs qui sont pensés pour que ce soit simple, fluide, avec tous les documents juridiques qui sont déjà préétablis, pré-remplis. Un forum en ligne où tu peux aussi venir poser des questions ou même venir piocher de nouvelles clauses en fonction de ton process, de tes besoins à toi. Et tu as aussi des templates visuels pour ensuite les mettre au goût de tes couleurs, au goût de ta personne. Les pimper, quoi. Donner plus envie à tes prospects de venir signer, de travailler avec toi. Et aussi avoir un petit côté effet waouh quand ils reçoivent ton contrat, ça fait toujours son petit effet. Et à côté, je propose sinon des séances comme ça d'accompagnement en masterclass ou en workshop où on travaille ensemble pendant une journée où on voit les process en fait à remettre au propre dans ton entreprise avec des tips en fait en termes de formation. Et là, le prochain que je donne, c'est la semaine prochaine du 17 au 18. Ok. Ouais, tu l'as vu passer. Ouais, je l'ai vu passer. Plutôt pour vous apprendre en fait à mettre à jour vos documents juridiques au moins
une fois par an, voire 2 fois par an. Et donc là, on va le faire ensemble où je vais vous donner quelques tips pour bien s'assurer que les clauses primordiales dans les contrats ou dans les conditions générales de vente et des documents que vous aurez sont bien mises à jour et correspondent toujours à la réalité de votre activité. Donc voilà, c'est un atelier qui durera sur 2 jours, mais qui sera vraiment, à la fin, vous partirez vraiment, vous verrez bien la transformation et vous partirez vraiment avec ce qu'il vous faut Et pour... surtout avec la conscience tranquille. Et je pense que ça, c'est le plus important, en fait, quand on se lance à son compte, c'est de se dire, OK, ce truc-là, il est géré, il est sous contrôle et je peux vraiment me concentrer sur mon cœur de métier. Ouais, non, mais c'est clair. Complètement. Voilà. Bon, eh ben écoute, merci Sarah pour tous tes conseils, toutes ces informations. C'était vraiment super intéressant. J'espère que ça incitera plein de gens à faire appel à tes services ou en tout cas à se plonger dans tous ces sujets parce que tu nous as vraiment parlé de beaucoup de documents, de beaucoup de points à vérifier. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment dommage quand, en tout cas, cette appréhension, cette phobie juridique, comme tu l'appelles, est un frein à l'entrepreneuriat ou en tout cas un frein au développement de son activité entrepreneuriale parce qu'il y a vraiment plein de belles choses à vivre quand on est entrepreneur. Ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est un petit mot de la fin, un petit conseil à donner, un proverbe, que sais-je, que tu souhaites partager avec nous. Un petit tips de la fin, ce serait si vous n'avez pas encore les moyens d'aller vous mettre en conformité, commencez déjà à vous informer. C'est vraiment le plus important. Écoutez des podcasts. Par exemple, moi j'ai un podcast, j'ai un blog, je propose des guides gratuits. Prenez les ressources déjà pour commencer à planifier. Voilà, ah ok, il me faudra ça, il faudrait que j'ai ça en priorité d'abord. Mettez en place votre propre plan en fait financier pour réussir en fait à avoir les documents qu'il vous faut, mais ne laissez pas juste couler parce que vous vous dites je commence, je débute ou je le ferai ça quand j'aurai un passage en société ou quand j'aurai quand j'aurai 10 clients, quand j'aurai 10 000 euros. Arrêtez de vous mettre des plans qui ne dépendent pas de vous et partez du principe que c'est vous qui êtes aux commandes de votre propre protection juridique et commencez à planifier la venue finalement de cette mise en conformité. Très bien. Le message est bien passé. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté de participer à ce live. Pour les gens qui nous regardent, ne vous inquiétez pas. Il y aura un replay qui sera partagé sur mon compte. Vous pouvez bien évidemment contacter directement Sarah si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par ses produits, ses services, n'hésitez pas. Ou vous pouvez aussi poser vos questions directement en commentaire. Éventuellement, Sarah, je redirigerai les questions vers toi. Merci à tous les gens qui nous ont regardés. Je vous dis à bientôt. Ciao Sarah. Ciao. Salut.